Bon, ok. Je vais faire un manga. Un shonen bien classique comme on aime, quelque chose comme Dragon Ball, One Piece ou même Naruto. Les grands classiques, ce qu'on appelle le shonen neketsu. Le neketsu c'est simple, c'est le monomythe. Le monomythe c'est un écrit Campbell. Cette vidéo est pas dédiée à ce sujet, mais intéressez-vous au monomythe. Vraiment, intéressez-vous au monomythe. Je vous garantis, ça vous servira. Et pas seulement pour le monde du manga, ça vous servira tout le temps pour toutes les œuvres. Dites-vous que le monomythe, vous le retrouvez dans Star Wars, dans Le Seigneur des Anneaux et dans Harry Potter. C'est omniprésent, le monomythe. C'est vraiment un des textes, un des écrits, une des théories les plus importantes de la littérature. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et oui, certains vont me le dire, le monomythe, ça marche aussi avec les shonen de sport, c'est pas unique, et c'est pas seulement dans le neketsu. Bref, tu veux écrire ton neketsu, et il y a un point particulier avec ce style-là. C'est que, comme tous les styles, évidemment, c'est codifié. Mais là, c'est à un niveau encore au-dessus, c'est plus codifié que ce qu'on a l'habitude de voir. Au Japon, sauf quelques rares cas, c'est toujours l'éditeur qui a le dernier mot. Et c'est pas rare de voir une histoire, genre un slice of life, devenir un neketsu, parce que l'éditeur l'a décidé, parce que ça va faire plus de ventes. Oui, vous l'avez sans doute remarqué, j'ai le nez bouché. Ah bah fin d'été, hein, voilà, hein, c'est normal, hein, c'est le petit rhume, il est sympa. J'insiste beaucoup sur la place de l'éditeur et l'importance de l'éditeur dans le monde du manga, mais rendez-vous compte que si Bleach a une fin aussi controversée, et que beaucoup n'ont pas aimé, c'est parce qu'il y a un jour où l'éditeur est arrivé devant Kubo et a dit « Ton contrat est fini, ton manga doit finir, sinon on te finit toi. » Fin de Bleach. Tant Bleach, ça, quand même, c'est pas rien Bleach quand même. Vraiment là-bas, quand t'es éditeur, t'as un pouvoir assez inquiétant. Et donc, pour en revenir au sujet de base, vous vous apprêtez à écrire votre neketsu. Et vous allez forcément vous confronter et vous retrouver en face de codes. Chaque style a ses codes, mais ceux du neketsu, c'est presque un dogme. La parole est quasi sacrée. Et peut-être que vous le savez, parce que depuis le temps, vous commencez à me connaître un petit peu, mais j'ai une vision très particulière quand il s'agit des codes et des règles. À mes yeux, s'ils sont là et s'ils sont intégrés, ça veut pas dire qu'ils doivent être sacrés. Hein. On est là soit pour les briser, soit pour jouer avec. C'est tout. Évidemment, il y a des codes plus faciles à briser que d'autres. Tu prends ceux du neketsu, tu peux ne pas faire d'ellipse, tu peux ne pas faire un héros naïf. Des codes que tu vois très souvent, t'es pas obligé de suivre ça. C'est faisable sans gros problème, et c'est pas particulièrement dérangeant si tu décides de pas le suivre. Mais il y a un code que les auteurs de neketsu n'oseraient jamais briser. Un code un peu plus simple. Parce que si tu le brises, c'est quasiment banqueroute et échec assuré. C'est le code du conflit. Quand tu fais un neketsu, t'auras toujours de la bagarre. C'est la règle. Même Naruto qui discute, il se bat. Et ça, c'est dans quasiment tous les neketsu. Le héros, s'il aime pas se battre, au minimum, ça le dérange pas. Ou au pire, le combat, ça finit par résoudre tous les conflits. Donc on les force à se battre. La solution, elle est claire, nette et précise. C'est une règle simple. La bagarre doit résoudre les conflits. La bagarre, le héros, doit au moins un petit peu aimer ça. La bagarre, elle est nécessaire. Personne n'a jamais décidé que cette règle était immuable, mais ça marche tellement bien que quasiment tous les auteurs sont obligés de le faire. Quasiment tous les auteurs sont obligés de mettre de la bonne grosse bagarre dans leur neketsu. Et ben moi, là, je vais vous parler d'une mangaka qui est arrivée au milieu de tout ce monde et qui a dit « Je suis pas d'accord. Moi, la bagarre, j'ai pas envie que ça soit... J'ai pas envie que ça fonctionne comme ça. Pour moi, ça marche pas comme ça. » En 2009, Shinobu Otaka débarque dans le milieu en décidant quelque chose de très simple. La bagarre et le combat seront au centre de mon intrigue. Mais pas comme une solution. La bagarre et le combat seront vus comme le concept et la chose à fuir à tout prix. Vous avez évidemment d'autres shonen sans nombre de conflits ou de bagarres. Il y en a beaucoup qui font moins de combats que magie. Mais même avec ça, ils y prêtent pas forcément l'attention que magie y prête. Un des rares mangas que j'ai vu qui s'y intéresse autant et avec cet œil-là, c'est Vinland Saga. Mais Vinland Saga, ça n'est pas un shonen, c'est un seinen. Parce que je sais très bien que vous alliez me citer Vinland Saga, je vous connais. Dans Magie, l'objectif tout le long de l'œuvre, c'est comment on fait pour amener la paix, comment on fait pour instaurer la paix, et comment on fait pour que la paix, elle dure. Et pour ça, vous allez avoir le point de vue de tous les peuples, de tout horizon. Vous allez avoir le point de vue d'absolument tout le monde sur cette question. Vous allez aussi y voir des avis et des opinions politiques différents. Dans un neketsu plus classique, par exemple One Piece, Luffy il arrive sur une île. Il y a un dictateur, Luffy trouve le dictateur, lui tape dessus et s'en va. Problème réglé. 1. Problème apporté au passage. Bon, on a vu les destructions causées par Luffy, un certain nombre. C'est le schéma classique d'un arc de One Piece. C'est pas mauvais, j'adore One Piece, je caricature un petit peu, je caricature même beaucoup, mais vous avez l'idée. Ça c'est, à chaque fois que Luffy arrive sur une île, il y a des chances que ça se passe comme ça. Maintenant, vous avez le schéma classique d'un arc de magie. Oui, je suis toujours aussi mauvais en shonen, mais comme vous pouvez le voir, c'est complexe.
On vous donne de prime abord un aperçu du pays, puis de comment les citoyens y vivent. Parfois ils sont heureux, parfois non. On va écouter un parti, puis le parti opposé. Ensuite on va apporter une nuance à un parti, et à l'autre. Enfin on va essayer de trouver une solution pour régler le problème. Il y a des fois où ça marche, et des fois où ça marche pas. Ça mène à un conflit, pas nécessairement armé pour autant, hein, attention. Et bon, en soi, ça peut s'arrêter là. Mais pas du tout. S'il y a un conflit, contrairement à un Neketsu classique où le groupe du héros va choisir un camp, souvent celui des révolutionnaires, dans Magie, les personnages vont essayer de tout faire pour arrêter le conflit. Car le souci, c'est qu'on est sur une situation géopolitique mondiale très tendue. On crée un effet boule de neige, et donc on fait tout pour l'éviter, et pour pas que la situation s'aggrave. Et ça, c'est en prenant en compte que chaque état a des armes de dissuasion avec les porteurs d'écrins, des artefacts qui peuvent quasiment détruire le monde. Si vous êtes assez malin, vous avez sans doute fait le rapprochement avec l'arme nucléaire dans notre monde à nous. Et c'est d'ailleurs totalement volontaire, j'ai l'impression. Je tiens aussi à préciser que contrairement à pas mal d'autres shonen, vous allez vous réintéresser et retourner dans les anciens pays pour voir leur évolution. Donc c'est pas seulement le héros règle le souci, il disparaît, le pays se débrouille. Non, non. Parfois, vous réglez un problème, ça amène un autre problème encore pire. Et tu dois te débrouiller avec ce nouveau problème. Ça c'est fun. Je reprends un petit peu mon souffle, parce que... vous pensiez que c'était fini non. Non, c'est pas fini. Avec les Neketsu, on a l'habitude de se contenter de ça. Mais pas avec Magie. On va y retourner, vous préparez-vous, ça va être encore plus marrant. Nouveau schéma. Désolé, c'est une vidéo avec beaucoup de schémas. Parce que la situation jusque-là, c'est dans un cas où les personnages principaux sont d'accord entre eux. Mais comme dans Magie, tout le monde a des réactions, pensées et valeurs différentes, il peut arriver que les deux personnages soient dans un camp censé être ennemis. Et alors là, si je vous le dessine, ça serait illisible. Et pire encore, là c'est en situation de conflit simple, interne à un pays. Mais imaginez que plusieurs pays soient en cause. Et qu'en plus de ça, les personnages aient des promesses, faveurs ou liaisons avec certains des pays en question. Mais qu'en même temps, ils font tout pour solutionner les problèmes face à eux, sans faire couler le sang. Je vous promets, lire Magie, c'est voir des conflits non pas sous un prisme de tapage sur le crâne de son adversaire, c'est se bouffer des débats géopolitiques en quasi-permanence. C'est super dense parfois. Et c'est pas forcément les débats les plus faciles non plus, et c'est même des débats et un sujet tellement compliqué, je veux dire, la preuve, même dans notre monde à nous, on n'arrive pas à trouver des solutions à ces problèmes, que l'auteur elle-même, à la fin, et même en général, fin d'un arc ou fin du manga en général, elle ne nous donne jamais de réponse. C'est à nous de nous débrouiller, et c'est au personnage de le faire. On a des bribes de solutions, mais on n'aura jamais de réponse fixe et ancrée, parce qu'on ne peut jamais savoir ce que va devenir et ce que va faire la nature humaine. C'est très important comme fait, ça. Parce que si les personnages principaux font ce qu'ils veulent et ont leur échelle de valeur, d'autres personnages plus secondaires n'ont pas les mêmes. Et est-ce qu'on peut forcer des personnages à avoir les mêmes? Oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, bon, là, du coup, on rentre sur des débats d'éthique et de métaphysique. Et pas fun non plus. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Mais alors, je sais que pour la plupart des lecteurs... Voilà, quoi. À mes yeux, c'est ça tout l'intérêt du manga, encore une fois. Je vais pas mentir, la première fois que j'ai lu, je m'étais arrêté au tome 10 environ, parce que, faut l'avouer, si le dessin au début, il est brouillon. Parfois, l'humour est un peu lourdingue, et surtout, je voyais un shonen classique comme j'en avais vu beaucoup jusque-là, donc j'étais juste passé à autre chose. Mais ça, c'est parce que c'est une amorce. On te montre un shonen parfaitement classique, les labyrinthes, les combats, l'aventure... Trop bien, j'en ai déjà vu 15 des comme ça, c'est super, je sais à quoi m'attendre, ça va être sympa sans plus. Au final, tu vas te taper des tomes entiers sur la psychologie humaine et la manipulation des foules, et des dictatures d'État. Avec en option la question, c'est quoi être un roi, c'est quoi régner, c'est quoi être un leader. Minimum. Le truc que je trouve encore plus intéressant vis-à-vis de ça, c'est que le manga ne se veut et n'est absolument pas moralisateur sur ces questions. Que tu sois révolutionnaire, royaliste ou citoyen lambda, ça change pas grand-chose. Tout le monde a des raisons de défendre son point de vue parce que tout le monde a une bonne raison d'avoir ce point de vue. Et c'est aussi ce qui fait naître les conflits. La vraie question, c'est de savoir comment les gens vont les régler. Et là où le manga est encore plus trompeur là-dessus, à mes yeux, c'est que on te met des chara-design, mais de folie, c'est super beau. Vraiment, les chara-design de personnages quand ils sont prêts pour le combat avec leurs armures et tout, c'est trop stylé. Pourquoi l'objectif premier, c'est qu'ils s'en servent pas. Oui, alors ça c'est vraiment prendre une règle à contre-pied. Mais alors, moi, j'adore l'idée, mais c'est vrai que pour certains, ça peut être frustrant, pour le coup. Mais comme je vous l'ai dit, ces armes-là, c'est de la dissuasion avant tout. C'est un usage qu'on fait clairement d'une arme, d'ailleurs. En temps normal, c'est comme ça que ça marche. Alors, que mes fans de Neketsu sûrs soient rassurés, il y a quand même du combat. C'est juste qu'il a une place différente et que c'est souvent la dernière solution employée à cause de ce que ça amène. Mais le fait de donner cette place et cet interdit au combat, ça les rend plus prenants à observer car on sait qu'ils vont avoir un impact à court comme à long terme. Tout a une conséquence, ça rend le tout bien plus pesant.
est-ce que ça veut dire que j'ai aimé Magie? Réfléchissez bien, si j'avais pas aimé, j'aurais pas fait de vidéo dessus. Et deuxièmement, est-ce que ça veut dire que Magie n'a pas de défaut? C'est une autre histoire. J'ai adoré ma lecture. Si on cumule avec le spin-off de Sinbad, c'est presque 60 tomes. J'ai vraiment adoré de bout en bout. J'ai même pas vu les 60 tomes passer. Mais le gros souci avec cette narration, cette manière d'écrire, c'est que ça a tendance à faire traîner les choses. Et donc, si la toute première partie de l'œuvre et le début de l'arc final avec les batailles commerciales sont très bien gérées, la fin l'est nettement moins. Et cette impression de fin rushée, je vais être honnête, c'est à mes yeux ce qu'on appelle faire une bleach. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est ton éditeur arrive, te regarde tout sourire et fait « J'adore ton manga, il est trop bien. T'as 2 mois pour finir. Tu dégages. » Concrètement, avec tout ce qu'il y avait à développer ou à faire en plus, on aurait pu facilement rajouter 10 à 15 tomes. Et je blague même pas, hein. Vraiment, si je vous fais un résumé des soucis de l'arc final, vous comprendrez pourquoi je dis 10 à 15 tomes. Et je sais que c'est ce que vous attendez. Donc c'est le moment facecam de Bélius Negri. Ça va spoil, je vous laisse un timer parce que je vais parler de l'arc final. Voilà. Le continent obscur aurait dû être un point central de l'intrigue, un des points les plus importants, on vous en parle depuis le début. Qu'au final, ils servent à rien à part s'y cacher. C'est décevant. Les Fanadis auraient dû avoir un rôle clairement plus important et ça se voit. Au final, on sait juste qu'ils sont là. C'est tout. Morgiane aurait dû avoir beaucoup plus d'impact sur la fin. On vous la représente après l'ellipse. Elle est devenue super forte, elle est super stylée, pour qu'au final, elle fasse un demi-combat et elle serve plus à rien. Yunnan, le premier magie, on s'attend à ce qu'il soit super important pour qu'au final, palmarès, un combat, il se fait détruire, fin. Il a juste servi de faire valoir. Trop triste. On a toute une amorce, une relation entre le personnage principal qui est Aladdin et Kogyoku, pour qu'au final, l'auteur, elle en fasse rien du tout. Toute une amorce, toute une situation, jamais utilisée. On s'en fout. Le combat final est décevant. Et voilà, je peux pas le dire autrement que ça, la fin est décevante là-dessus. Et surtout, il y a plein de personnages qui auraient dû briller, qui auraient dû réapparaître, qui auraient dû avoir plus d'utilité, qui n'ont rien fait. Et on peut même pas dire qu'ils ont fait acte de présence parce qu'ils sont même pas réapparus. C'est terrible. Voilà pour le plus gros des défauts. Je pourrais pinailler encore un peu, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Magie, c'est super cool. Allez lire, jetez un œil, appréciez. J'aurais aimé que ça dure plus de tomes. Vraiment, j'aurais kiffé que le manga soit plus long et développe tout. On peut pas tout avoir, hein. Les règles de l'édition sont impénétrables. C'était Bélius. Et je vous dis, salut à tous.